le dialogue est effectivement constructif. Michel, il y a une petite interruption. Je vais reprendre la parole pour demander à Yves Cratinger et à Louis Nègre si cette volonté de dialogue de l'autorité régionale leur convient. Est-ce que c'est Oui, fécond sur le papier? oui, c'est nécessaire de dialoguer entre l'État, les régions, les départements. Si seulement on nous lâchait d'ailleurs un peu les baskets puis qu'on puisse agir, parce que quand on dialogue et qu'on est d'accord entre nous, on nous dit qu'on n'a pas le droit. Alors, bon, non, c'est indispensable. Moi, je dialogue Qui vous dit ça? Qui vous dit? Ah ben l'État. L'État prend des textes, que c'est la cathédrale des textes, l'État. Donc moi, je pense que oui. Alors, par exemple, nous, on a un schéma des aires de covoiturage sur un département rural où il y a 70 aires. Bon, la région va en subventionner 25 parce qu'elle s'attache à une définition, le réseau d'intérêt, le réseau routier d'intérêt régional qui est dans le SRADET. Bon, ils auraient pu aller plus loin. Parce que aujourd'hui, il y en a qui vont dire ben, pourquoi ils financent ça, puis pas ça. Bon, alors moi, je suis pour le dialogue. On discute bien avec Michel Nugnot, donc on se connaît, c'est pas un problème. Mais même l'approche covoiturage, il faut la revoir. Pas la revoir, il faut lui redonner son essence. Le covoiturage, si on le fait comme un outil qui permet de ne pas culpabiliser, c'est pas bon. Quand on covoiture, on gagne du pognon. On économise du pognon, donc on en gagne. Il faut commencer par là. Moi, j'avais fait du covoiturage dans les années 70, on ne parlait pas d'environnement. Deuxième chose, je vais essayer de ne pas être vulgaire, donc c'est plus sympa de voyager à 2, à 3 ou à 4 que tout seul. Parce que tout seul en voiture, on s'enquiquine. On finit même des fois par s'endormir ou par faire des trucs qu'on ne devrait pas faire au volant. Donc, c'est plus sympa de voyager à plusieurs. Ça permet de partager plein de choses le matin, si on a bien dormi, qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, le soir, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ou de parler de foot, ou de parler autre chose. Donc, je pense que si on parle... Et en plus, c'est bon pour l'environnement, bon pour les routes, bon pour la circulation, bon pour tout. Parler politique aussi. Voilà. Oui, parler politique aussi. Bon, les gens n'aiment pas trop maintenant. Bon. Donc, voilà. Mais il y a vraiment nécessité d'un dialogue. Alors, par exemple, moi, la préfète actuelle, elle me dit, moi je suis d'accord pour cofinancer vos aires de covoiturage, ce qui me permet d'aller dans les communautés. J'ai été hier soir dans une communauté, mais pas que pour ça, et de leur dire, vous serez aidés par nous financièrement, vous serez aidés par la préfète, et puis pour quelques aires, vous serez aidés par la région. Mais pourquoi pas toutes? Vous voyez, c'est comme ça, les gens, ils causent. La France, c'est quand même un pays où on parle, hein, il ne faut pas non plus croire que c'est interdit. Voilà. Donc, moi, je réagis comme ça par rapport à ce que dit Michel. Après, il y a ce qui est sur rail, où les temps et les destinations sont très fiabilisés. Donc, bon, il peut y avoir un impondérable, mais ça va. Il y a les cars. Il n'y a pas que du transport. TER par car, oui, bien sûr. TER par car, bien sûr. Et là, il y a une nécessité de fiabiliser les temps de transport et donc de traiter quand même quelques étranglements routiers qui font qu'à un moment donné, on perd tellement de temps que les gens, pour être sûr d'arriver au boulot à l'heure, il faut partir comme si le boulot était 20 minutes plus tôt. Hein, vous avez le boulot à 8 heures, mais vous faites comme si c'était à 8 h moins 20 parce qu'on n'est pas sûr du temps de transport. Et ça aussi, c'est une question de fiabilisation de ce qu'on offre aux gens. Parce que si ce n'est pas fiable, ça ne va pas. Les gens, ils disent, oh bah oui, s'il faut que je prenne tous les matins une demi-heure de plus. Ils aiment bien dormir le matin. Donc, ils disent, bah oui, mais moi, ton truc, ça va pas. Donc, quand on discute avec eux, on leur explique, ils disent, mais ça va pas. Moi, je veux bien, mais il faut que ça soit fiable. Or, on a encore quand même pas mal de villes, même pas énormes, sur lesquelles il y a des embouteillages tous les matins, quoi. Et donc, une non-fiabilisation, et ça, c'est terrible, là, je vous le dis. Hein. Ça dissuade de prendre les bus. Louis, quelques mots sur ce dialogue avec la région? Le dialogue avec la région, par exemple, dans la région sud, est simple parce que Christian Estrosi est président délégué, donc avec son président, ils doivent s'entendre. Il n'y a pas trop de difficultés. C'est un cas donc de figure où la politique, je dirais, n'intervient pas puisque on est bien en phase tous les uns avec les autres. Et je rappelle que j'avais souhaité, alors que j'étais sénateur, président du Gard, j'avais souhaité que les régions aient un rôle de tour de contrôle dans l'ensemble, parce que j'avais constaté aussi l'émiettement des pouvoirs et qu'il fallait qu'il y ait une tour de contrôle quelque part. Ça n'empêche pas d'avoir un dialogue constructif, parce que, encore une fois, on est là au service de l'intérêt général, on est là au service de nos concitoyens, donc on arrive à avoir un accord dans les problèmes de transport, parce que justement,
on est d'abord, avant même d'avoir des idées politiques différentes, on est d'abord au service de nos concitoyens. Et on arrive donc à trouver des solutions. La deuxième chose, c'est que le comité des partenaires, ça c'est une demande du MEDEF qui avait été posée à l'époque. Et lorsque, là encore, en tant que président du GART, j'avais rencontré le président du MEDEF qui m'avait dit, écoutez, nous, sur le versement de transport, on veut, non seulement on y participe financièrement, mais on veut avoir un choix, la décision. Et la discussion que nous avions eue avait été de dire que nous, GART, on comprenait que ceux qui payent soient autour de la table, et ça c'était déjà une avancée considérable qui est passée dans la loi avec le comité des partenaires qui permet de mettre les entreprises non pas en tant que décision, mais en tant que partenaire pour dialoguer, justement. Y compris Donc, sur cette question de la y décarbonation. compris sur cette question-là, parce que, justement, c'est normal, dit Yves. Et voilà, et donc, grâce à cette discussion que le GART avait eue avec le MEDEF, nous avons pu proposer un compromis, parce que ça, c'est un compromis typique, et on va de l'avant. Il n'y a aucun souci, mais alors vraiment aucun souci à discuter, à dialoguer avec les parties prenantes. C'est de là, d'ailleurs, qu'émergent en général des solutions, avant même que ce soit Paris qui nous les impose. Alors justement, Jean-Marc Zolesi, est-ce que l'État met des bâtons dans les roues des collectivités avec lesquelles vous souhaitez multiplier les initiatives? Je fais écho à ce que disait Yves Cratinger. Alors, moi, je ne dirais pas que l'État met les bâtons dans les roues. Par contre, moi, ce que je souhaiterais, et je l'ai dit à plusieurs reprises, même dans la presse locale, c'est qu'on ait un État qui soit beaucoup plus réactif, qui soit beaucoup plus dans l'écoute et dans le travail main dans la main avec les élus locaux, mais aussi avec les parlementaires. On parle beaucoup de ce fameux couple préfet-maire. C'est très bien, je crois que ce couple-là doit être développé, doit travailler main dans la main. Mais tout cela, ça doit venir aussi de la part d'un État central qui soit un peu plus girondin, qui soit un peu plus dans l'écoute et le travail. En fin de compte, je vais prendre un exemple. Vous voyez, c'est pas forcément un sujet en lien avec la mobilité, mais la semaine dernière, on a eu cette annonce dans les Bouches-du-Rhône de fermeture des bars et des restaurants. Il aurait été peut-être sympathique de pouvoir en parler en amont, notamment avec les parlementaires, mais aussi avec les différents élus, même si le ministre a dit in fine qu'il y avait eu des discussions, mais peut-être qu'avant de faire cette annonce au niveau national, où on a mélangé métropole Aix-Marseille, Aix-Marseille-Provence, enfin, ça a créé beaucoup de flou. Moi, ce qui m'intéresse au final, c'est l'intérêt des citoyens. J'entends que les hommes politiques, les élus locaux ne sont pas contents, mais ce type d'annonce, au final, ça crée beaucoup de flou et beaucoup d'agitation chez nos concitoyens. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une parole qui fasse consensus. C'est de ça dont on a besoin, surtout dans la période. Et donc, quand on parle de politique de mobilité, là aussi, je pense qu'il faut qu'il y ait un travail qui se fasse main dans la main avec les élus locaux. Mais tout à l'heure, lorsque je vous parlais d'expérimentation, un élu local qui veut expérimenter, par exemple, du covoiturage un peu innovant, eh bien, il faut lui laisser carte blanche. Voilà. Merci beaucoup. Avant de prendre quelques questions, je vais demander à Aurélien Bigot, qui nous a présenté tout à l'heure un panorama des différents leviers, s'il avait un sentiment à chaud après tout ce qui s'est dit, peut-être de revenir au micro que vous aviez quitté, peut-être d'avoir un sentiment à l'écoute des positions des uns et des autres. Oui, je n'allais pas revenir sur tout, peut-être revenir sur ce que je mettais sur les contraintes, parce que ça fait réagir à juste titre. Juste pour préciser, moi, ce que j'entendais par là, toutes les contraintes, bien sûr, ne sont pas bonnes à prendre. Il y a des problématiques d'acceptabilité, notamment, qui sont complètement évidentes. Je pense notamment par rapport à la taxation de l'énergie, etc., quelque chose qui est ressorti aussi via la crise des Gilets jaunes, c'est aussi l'inégalité de traitement actuellement des différents modes.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment, le carburant pour les voitures est assez fortement taxé quand même sur la taxation de l'énergie est déjà assez forte sur ce carburant-là. Et ce qui était dénoncé aussi, c'était le fait que, par exemple, sur le maritime ou l'aérien, dans le même temps, il n'y a pas de taxation. Donc je pense qu'il y a quelque chose à rééquilibrer actuellement dans les différents modes, en termes notamment de justice sociale, pour que les trajets du quotidien, notamment en voiture, dans des zones où il y a une contrainte, en effet, de prendre la voiture, ne soient pas beaucoup plus taxés que des déplacements de loisirs, qui sont en particulier utilisés par les plus aisés. Et je pense l'autre élément que je disais par rapport à ça sur le report modal, sur les contraintes, c'est que je pense que le report modal, jusqu'à maintenant, ça a été un levier qui a été beaucoup poussé. Mais j'ai l'impression que dans les annonces, à chaque fois qu'il y a des annonces sur le report modal, c'est pour mettre en avant un mode de transport, sans assumer le fait qu'on veut faire décroître la part d'un autre mode de transport. À partir du moment où on veut la part modale, le total des parts modales, ça fait 100%. Donc si on veut faire croître un mode, c'est pour en faire décroître un autre. Et ça, en général, c'est pas assumé. Et je pense que, par exemple, cet été, il y a eu des annonces sur le fait de passer la part du fret ferroviaire de 9 à 18% d'ici 2030. C'est quelque chose qui est énorme. Et ça veut dire, ce qui n'est pas dit, c'est qu'il faudrait faire baisser la part du routier de 9% aussi. Et si on veut faire ça en l'espace de 30 ans, c'est pas seulement des mesures de soutien au ferroviaire qu'il faut. C'est à ce moment-là, il faut assumer des mesures, des contraintes sur les poids lourds, sans quoi cet objectif-là, à mon avis, est complètement irréaliste, irréalisable. Donc je pense que c'est ça aussi que j'entendais par là, sur le fait que si on veut en tout cas aller chercher ces potentiels de moins 20% d'émissions, il faut penser ça en interaction avec la demande de manière générale, avec l'aménagement du territoire, etc., et assumer d'un certain côté, en tout cas, des contraintes sur d'autres modes, sans quoi, en tout cas, on a des reports modaux qui sont très faibles. C'est ce qu'on a pu observer, d'ailleurs, historiquement jusqu'à maintenant.